Aujourd'hui, on se penche sur une idée qui est, vous allez voir, à la fois simple et vraiment puissante. Elle est tirée d'un article qui a un titre assez provocateur. N'en redemandez pas. L'idée centrale, c'est que l'information qu'on consomme tous les jours, eh bien, elle a une double face. Et l'une de ces faces est presque toujours invisible. Dès le début, l'auteur nous met face à un truc essentiel. Chaque bribe d'info, chaque nouvelle a une double nature. Il y a ce qui saute aux yeux, la partie visible, évidente, et puis il y a tout ce qui est caché, ce qui se passe sous la surface. Et c'est justement cette dimension invisible qui va être au cœur de notre discussion. Alors voilà comment on va décortiquer tout ça. D'abord, on va poser les bases de cette dualité de l'information, le vu et le caché. Ensuite, on plongera dans le vif du sujet, avec le piège de la centralisation, pour voir comment cette face cachée est exploitée. Après ça, on regardera la solution proposée, la décentralisation. Et on finira avec un avertissement final qui éclaire tout le sens du titre de l'article. Ok, alors, première étape, on pose les fondations. Pour bien saisir la différence entre le visible et le caché, il faut déjà qu'on soit d'accord sur ce que c'est l'information, du moins du point de vue de notre source. Bon, ça a l'air simple comme ça, non? Une communication, un fait, un public. Sauf que l'auteur met le doigt sur un point qui change tout. Il y a toujours quelqu'un qui émet et quelqu'un qui reçoit. Et forcément, entre les deux, l'interprétation, la subjectivité, tout ça s'infiltre. L'idée d'une information totalement pure, totalement objective, elle commence déjà à se craqueler un peu. Et là, on arrive vraiment au cœur du sujet. Comment on fait la part des choses entre le fait brut, ce qui s'est vraiment passé, et puis tout le reste, toute l'interprétation qui vient l'enrober. C'est là qu'entre en jeu cette fameuse distinction entre le visible et l'invisible. Voilà la distinction clé. D'un côté, on a ce qui se voit. C'est le fait, l'événement, le truc indéniable. En théorie, on ne peut pas le contester. Mais de l'autre côté, là, c'est ce qui ne se voit pas. Et c'est là que ça se complique. C'est toute la couche de lecture, d'interprétation, de narration et parfois même de manipulation. C'est cette dimension cachée qui est, de loin, la plus difficile à saisir. Et pour bien faire comprendre ça, l'auteur utilise une image parfaite, que tout le monde connaît, celle de l'iceberg. Se contenter de l'information visible, c'est un peu comme regarder la petite pointe de l'iceberg qui sort de l'eau, en ignorant l'énorme masse de glace qui se cache juste en dessous. Ce qu'on nous montre, ce n'est quasiment jamais toute l'histoire. Franchement, cette phrase, elle est percutante, non? Elle conclut parfaitement cette idée. Ça nous oblige à remettre en question notre réflexe du « je ne crois que ce que je vois ». Surtout aujourd'hui, avec ce flot constant d'images. C'est un rappel super important. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose que ça n'existe pas. D'accord. Donc, si l'information a une face cachée, la grande question c'est qui a intérêt à jouer avec ça? Qui en profite? L'auteur pointe du doigt un coupable principal, la centralisation du contrôle de l'information. Et c'est là que les choses se corsent vraiment. D'après l'article, il y a des informateurs centraux qui exploitent à fond cette face cachée. Comment? En se présentant comme des filtres indispensables, des gardiens de la vérité. Le problème, c'est qu'en faisant ça, ils finissent par contrôler tout le récit et nous empêchent, au fond, de nous faire notre propre idée. Et les conséquences décrites sont loin d'être anodines. Ça torpille toute tentative de faire autrement. Ça nous coince dans ce que l'auteur appelle des guerres de l'information. Ça tire encore plus de monde qui veut le monopole. Et le pire, c'est que ça entretient des conflits qui, au final, servent leurs propres intérêts. Bref, un vrai cercle vicieux. Bon, face à ce tableau un peu sombre, comment on s'en sort? Eh bien, l'auteur propose une solution. Une solution radicale, c'est vrai, mais qui nous redonne le pouvoir, la décentralisation. Et pour ça, il s'appuie sur une pensée du philosophe Alain, qui est vraiment le point de départ de tout. L'idée, ce n'est pas de vouloir contrôler l'information pour les autres, mais d'abord d'apprendre à se gouverner soi-même face à l'info. Tout part de là, de l'individu. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? L'auteur nous donne une sorte de mode d'emploi en 4 points pour reprendre notre souveraineté intellectuelle. D'abord, juger par soi-même. Ensuite, laisser les idées et les infos circuler librement, sans censure. Troisièmement, respecter le jugement des autres, ne pas essayer de leur imposer le nôtre. Et enfin, et c'est peut-être le plus dur, apprendre à faire le tri pour soi-même et seulement pour soi-même. On approche de la fin et la conclusion, c'est en fait un avertissement. Un avertissement très très direct qui, comme je le disais, donne tout son sens au titre de l'article. La conclusion tient en 3 mots, c'est presque un ordre. Ne les nourrissez pas. L'auteur explique que chaque fois qu'on demande plus de preuves, plus d'images, plus de validation à ces sources centralisées, eh bien en fait, on renforce leur pouvoir. On leur donne exactement le carburant dont elles ont besoin pour justifier leur rôle de gardien autoproclamé de la vérité. Et on termine là-dessus, avec cette question qui finalement nous est renvoyée à tous. Et si pour sortir de ces fameuses guerres de l'information,
La solution n'était pas d'exiger toujours plus de preuves, mais au contraire, de cesser d'en redemander. C'est une question qui laisse à réfléchir.